Téléspectateurs, amis du web, bonjour et merci de nous retrouver pour ce top numéro d'Objectif Direct. Nous sommes dans les beaux quartiers de Paris, à 2 pas donc de Champs-Élysées. Vous verrez tout à l'heure, vous allez voir que nous sommes juste à côté de l'Arc de Triomphe pour notre entretien de vérité crue, 25 minutes de vérité crue. Donc, comme on le dit souvent à Objectif Direct, aujourd'hui nous sommes avec un homme politique français, député européen, élu en 1999, et c'était sa deuxième fois sur la liste de l'actuel président français François Hollande. Il a un contact avec l'Afrique, ce monsieur, il a bourlingué pas mal en Afrique, il est né lui-même au Maroc, mais il y a aussi ce côté très africain en lui et où on le voit apparaître dans pratiquement toutes les affaires scabreuses de ces dernières années en Afrique. Vous le trouvez sur la route de Leflore Prison au Togo. Vous verrez qu'on parlera de lui lorsqu'il s'agira du financement par Kadhafi de la campagne de Nicolas Sarkozy et dans pas mal d'autres affaires qui, ma foi, fait de cet homme politique français un sujet assez particulier que nous découvrons maintenant avec la caméra de Piatto. Mais ce monsieur, il s'agit bien sûr de Michel-Ange Scarbonchi, ancien député européen et actuel homme d'affaires qui dirige donc un cabinet de consultance dont la plupart des affaires se situent en Afrique. Alors la rencontre de Michel Scarbonchi. Voilà, téléspectateurs du web et des différentes chaînes africaines partenaires, nous vous disons encore merci une fois de plus de nous prendre en marche. On vous l'avait dit tantôt, nous sommes avec un député européen, un ex-député européen aujourd'hui, pour aborder avec lui l'actualité dans toutes ses coutures, sous toutes ses coutures éventuellement, et parler un peu de lui-même aussi et de ce qu'il est devenu après avoir quitté le Parlement européen. Bonjour donc à Douala, à Abidjan, et bonjour à Yaoundé, bonjour à Ouaga. Bonjour à Dakar et bonjour au député Michel Scarbonchi. Michel Scarbonchi. Très voilà. Heureux d'être avec vous. D'accord. Nous aussi. Voilà. À l'entame de cet entretien de 25 minutes, pouvez-vous nous dire qui est exactement Scarbonchi? C'est difficile de parler de soi, mais j'étais surtout membre des Radicaux de gauche, dont j'étais le vice-président pendant des années. Et je suis devenu député européen en 1997 et jusqu'en 2004. Je me suis spécialisé par passion, par tropisme et par culture personnelle sur le continent africain, à savoir donc sur la politique de coopération de développement et sur les ACP. À ce titre, j'ai mené un nombre important de missions, à la fois d'observation électorale, de médiation, de gestion de crise, prévention de crise. Et donc, je me suis encore, moi qui étais né sur la terre d'Afrique, au Maroc, en 1950, et qui avait grandi au Maroc, je me suis encore plus impliqué sur ce continent. Et quand j'ai quitté le Parlement européen en 2004, j'ai quitté aussi définitivement la politique, parce que j'en étais un peu fatigué, la politique française. J'avais commencé très jeune et donc j'ai décidé de devenir consultant et de travailler pour des institutions sur le continent africain ou des gouvernements ou pour des entreprises françaises et pour faciliter l'implantation d'entreprises françaises sur le continent africain. Toujours avec deux regards, celui du consultant, donc un regard économique, mais surtout celui du politique, que j'ai été et que je suis resté avec ses convictions, avec ses passions et avec ses analyses. J'ai été un des premiers parlementaires européens en 1997 à dire haut et fort à Bruxelles et à Strasbourg que l'Afrique était l'avenir de la France et de l'Europe. À l'époque, ce discours faisait plutôt sourire mes collègues parlementaires, ou les hauts fonctionnaires européens, parce qu'on avait de l'Afrique une vision de compassion, d'assistance, de charité, c'est-à-dire l'Afrique comme boulet, et non pas l'Afrique comme devenir, comme avenir. Et donc, je suis heureux de voir aujourd'hui, plus de 10 ans après, que les analyses que je faisais et que nous faisions, parce que j'avais d'autres collègues qui les faisaient avec moi, sur le devenir de ce continent se sont réalisées.
et qu'aujourd'hui, quand vous regardez la presse européenne, la presse internationale, la presse occidentale, vous voyez que des discours laudatifs sur le continent africain et sur ce que l'Afrique va apporter au reste du monde dans les 50 ans ou 100 ans qui viennent. D'accord. On repartira en Afrique tout à l'heure, mais avant, dans vos propos introductifs tout à l'heure, vous avez souligné le fait que vous êtes parti de la politique après votre deuxième mandat. Oui, j'ai quitté. Oui. Et la politique française, justement, parlons-en. Vous étiez sur la liste de François Hollande en 1999, oui, aux européennes, oui, bien sûr. Oui. Voilà. On va commencer par là et ensuite donner un peu votre opinion aujourd'hui sur votre sentiment, bien sûr, sur la politique actuelle en France. Oui, je suis un homme de gauche, avec des convictions fortes à gauche, ce qui ne m'empêche pas d'avoir un regard lucide sur l'évolution du monde et de l'Europe et de mon pays. Je suis un Européen convaincu, même si je peux être très critique à l'égard de l'Europe d'aujourd'hui, qui est tout le contraire de ce que nous avions rêvé de faire, qui au lieu d'être une Europe politique, jouant un rôle prépondérant dans le monde, est devenue tout simplement un grand marché, un libre marché européen, comme les Américains le souhaitaient d'ailleurs, et donc une Europe qui ne joue plus son rôle, ni politique, ni culturel. Elle le joue un peu militairement, grâce à la France et à la Grande-Bretagne, mais cela s'arrête là. La politique française, j'en suis sorti parce que dans les années 2000, je pressentais qu'elle allait devenir communication et marketing. C'est-à-dire la forme allait prendre le pas sur le fond. Et donc nous sommes aujourd'hui dans un pays où nos élites politiques, et nous avons des élites politiques à droite comme à gauche, sont confrontées à un défi terrible, celui d'un monde politique qui a de moins en moins de pouvoir, au profit des médias et au profit de la finance, donc de moins en moins de marge de manœuvre, et qui est de plus en plus prisonnier de ce que j'appelle la technostructure d'État, la technocratie d'État. Je suis fasciné pour avoir été en responsabilité, pas seulement comme député européen, mais pour avoir été en cabinet ministériel, pour avoir été proche de ministres, proche du pouvoir. Je suis fasciné depuis 15 ans de constater à quel point le vrai pouvoir, ce ne sont pas les politiques. Le vrai pouvoir, c'est la technostructure d'État. Qu'est-ce que c'est la technostructure d'État? Ce sont les directeurs de cabinet, les hauts fonctionnaires, c'est-à-dire des gens qui, que ce soit la gauche ou la droite, sont toujours là et seront toujours là. Et des gens donc qui privilégient leur culture étatique sur la culture politique. Et là, il suffit de prendre la politique économique de la France. Sous Sarkozy ou sous François Hollande, quelque part, les grandes lignes sont toujours les mêmes. Il y a quelques variables d'ajustement social. Donc juste un système, en quelque sorte. Mais complètement, bien sûr. Nous sommes dans un système qui est tenu par des corporatismes, qui est tenu par le sang bleu de la République, qui est représenté par le Trésor français, par Bercy, pour beaucoup, un peu par le Quai d'Orsay. Et donc ce sont des gens qui ont des qualités intellectuelles certaines, mais qui n'ont aucune pratique du terrain, aucune culture du terrain. Il est fascinant de voir que les gens qui impulsent la politique économique de la France sont des gens qui n'ont jamais pratiqué l'économie dans le réel. C'est-à-dire qui n'ont jamais été chefs d'entreprise, qui n'ont jamais été cadres, qui n'ont jamais été consultants, qui n'ont même jamais été salariés, qui ont toujours été simplement des gens qui ont théorisé l'économie à Bercy ou ailleurs. Et qui, après 20 ans de carrière, 25 ans de carrière, vont pantoufler dans les grands groupes publics ou privés. Voilà. Vous en avez des exemples tous les jours, que ce soit sous la gauche ou sous la droite. Et je pense que le mal français est plus sûrement là que dans la classe politique. Alors vous me direz, mais la classe politique, si elle fait ce diagnostic et ce constat-là, elle peut casser le système. Ah ben non, elle n'a pas cassé. Pourquoi? Parce que la plupart aujourd'hui des hommes politiques sont issus de cet establishment, sont issus de cette technostructure d'État. Le nombre d'énarques qui occupent des postes clés. Donc c'est complémentaire. Ils sont complices du système parce qu'ils sont issus et nourris par le système, voilà. Bien sûr, ce qui est compréhensible. D'accord, monsieur le député, nous allons peut-être revenir à cela éventuellement, merci. C'est là aussi Objectif Direct, hein, tout se déroule en direct, donc
chers téléspectateurs, vous voyez que c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons donc le député Ange Michel Scaramounki qui nous fait l'honneur maintenant, sous le regard bien sûr vigilant de l'objectif direct de Pierre Thau, de nous servir un verre de bière, et c'est cela qui marque un peu la transition pour que nous puissions véritablement continuer cette émission. Sur la route donc téléspectateur de Michel Scaramounki en Afrique, monsieur le député, vous êtes un Africain. Oui. Mais votre présence en Afrique rime donc disons avec des affaires, on va dire des affaires d'État pas très catholiques, parce que lorsqu'il s'agit de la fameuse affaire de financement de Kadhafi, de Sarkozy par Kadhafi, on vous retrouve quelque part. On vous retrouve même aussi sur la route de... Ah non, moi on me retrouve pas dans les financements, on me retrouve pendant la guerre. Quand la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne décident d'intervenir en fonction d'une résolution de l'ONU pour protéger les populations civiles de Benghazi, qui dégénère ensuite en un conflit direct contre Kadhafi, je fais partie de ces anciens députés qui sont consternés de voir qu'aucune mission parlementaire française ne se rend en Libye alors que nous sommes en guerre, alors qu'il y a des délégations chinoises, des délégations canadiennes, américaines, russes, de parlementaires. Donc j'essaye avec quelques amis et en liaison avec l'Union africaine de monter une mission d'anciens députés européens pour aller voir sur le terrain ce qui se passe, sans être parti pris ni pour les uns ni pour les autres, ni pour les rebelles, ni pour Kadhafi, que j'avais jamais fréquenté par ailleurs. J'avais jamais travaillé en Libye, moi. J'avais travaillé sur tout le continent africain, mais jamais en Libye. Et donc, on se rend là-bas avec 3 autres parlementaires, dont un Écossais, en co-président des ACP, et nous passons 4 jours. Et moi, je me rends 2 fois en Libye. Et ce qui fait que nous publions une tribune dans Le Monde en juillet 2011 pour dire qu'il faut que la guerre s'arrête, qu'il faut mettre tout le monde autour de la table pour arriver à un accord de paix. Sinon... À quel moment vous entrez, à quel moment vous êtes cité dans l'affaire du financement de la campagne de Sarkozy? Ah, j'ai jamais été cité, moi j'ai toujours été... Mais la question des cassettes... Non, ça c'est les cassettes, ça n'a rien à voir avec les financements. Oui. Les cassettes, oui, les cassettes de Kadhafi, pour la raison suivante, c'est que quand en février 2012, donc bien après la mort de Kadhafi et l'évolution de la guerre en Libye, je suis contacté par un de mes amis qui était un opposant à Kadhafi, qui s'appelait Mohamed Al-Bishari, le fils de l'ancien ministre des Affaires étrangères de Kadhafi, assassiné par Kadhafi, un grand personnage du continent africain, un grand ministre. Quand je suis contacté par lui, et il me dit: Michel, une de mes équipes sur le terrain, lui il était très lié à la monarchie Sénoussi et aux gens de Benghazi. Il me dit: une de mes équipes sur le terrain a récupéré des cassettes de Kadhafi près de Tripoli, dans une villa de l'ancien patron des services secrets, Sénoussi. Et je lui dis: ah ben écoute, c'est bien. Il me dit: je peux en avoir un exemplaire à Paris pour qu'on regarde. Je lui dis: écoute, moi je peux contacter les services français pour voir si c'est, parce que j'y connais rien, c'est des cassettes, c'est du matériel sophistiqué, de haute technologie, d'enregistrement. Et en gros, c'était les cassettes où Kadhafi avait enregistré les gens entre 1991 et 2010-2011. Je lui dis: écoute, c'est très intéressant, porte-moi un échantillon, puis on rencontre les gens des services pour regarder. Il apportait un échantillon, petite cassette, où il y avait une voix française. J'ai remis ça à la DGSE, laquelle a expliqué, et ça a été publié dans Le Monde ensuite, a expliqué que cette voix était celle de Madame Gbagbo, qui téléphonait à Kadhafi pour lui demander une intervention pour faire nommer à l'Union africaine un Ivoirien. Bon, voilà, moi on m'avait dit que c'était une voix d'homme, et là après on disait que c'était une voix de femme. Bon, ça n'a pas été plus loin. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La DGSE française était très intéressée par ces cassettes, bien sûr, comme tous les services secrets, qu'ils soient américains, anglais, qataris, turcs, ou saoudiens, étaient très intéressés. Et 15 jours après, alors ils avaient donné leur feu vert pour récupérer l'ensemble des cassettes, aller à Tripoli récupérer l'ensemble des cassettes. Quelques jours après, la personne, M. Al-Bishari, qui s'occupait de ce dossier, m'a indiqué que son équipe était en danger, qu'ils étaient obligés de se mettre à couvert,
parce que ça bougeait dans la zone. Probablement les autres services secrets essayaient de récupérer ce matériel. Et ce même al-Bishari, qui vivait en France, hein, qui était un homme qui avait 36 ans, homme d'affaires libyen, etc. Il a écrit un livre d'ailleurs sur la malédiction libyenne, un livre très remarquable sur la chute de Kadhafi et sur ce que devait être la nouvelle Libye. Il est mort d'une crise, de diabète à Tunis, 24 heures avant de reprendre son avion pour Paris. Est-ce qu'aujourd'hui... Et tout s'est arrêté, tout le cassette. Voilà, mon nom était lié au cassette à cause de cela. Ok. Aujourd'hui, vous, en tant qu'ancien homme politique, est-ce que vous pensez que c'était important et judicieux d'intervenir en Libye comme cela a été le cas? Non, c'était une erreur fondamentale. Non, qu'on protège les populations civiles de Benghazi, qui était la mission première de l'ONU dédiée à l'OTAN. Tout à fait d'accord, pour éviter des pertes civiles, etc. Qu'on fasse la guerre à Kadhafi, qu'on fasse la guerre en Libye, même une guerre aérienne comme ça a été le cas, etc., c'était une faute grossière. Pourquoi? Parce que quand on connaît la Libye et quand on connaît le continent africain, on sait très bien que ça va avoir plusieurs conséquences. Première conséquence, on va déstabiliser tout le Sahel. Pourquoi? Parce que Kadhafi avait au moins un avantage. Il protégeait le Sahel. En éradiquant Aqmi Al-Qaïda, il protégeait le Sahel et il évitait, et en même temps il contrôlait les Touaregs. À partir du moment où Kadhafi tombe, tout ça explose. Première conséquence, déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest, zone d'influence francophone, par excellence. Et seule réussite d'intégration régionale sur le continent africain. La CEDEAO, l'UEMOA. Deuxièmement, les armes et les arsenaux qui étaient très importants en Libye, les Occidentaux les ayant pas sanctuarisés, automatiquement, tout le matériel très sophistiqué est parti à la fois sur Gaza, sur le Liban, et surtout les djihadistes, hein, qui ont récupéré une grande partie de ce matériel, plus et moyens financiers considérables. Donc, on a nous-mêmes provoqué la guerre du Mali, le développement de Boko Haram au Nigeria, la guerre en Centrafrique, même s'il y a eu d'autres raisons, d'autres qui expliquent ce qui s'est passé, mais nous avons accéléré le phénomène de déstabilisation de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est un président français qui a fait ça, Nicolas Sarkozy. C'est une faute majeure qui est reconnue maintenant par tout le monde. Par tout le monde. Deuxième erreur, c'est que la Libye était le tampon pour l'immigration clandestine. C'était le tampon. Elle était hyper contrôlée. Aujourd'hui, des centaines de gens meurent en Méditerranée dans des conditions épouvantables, des femmes, des enfants, des hommes, etc. Pourquoi? Parce que les islamistes qui contrôlent aujourd'hui les 2/3 de la Libye accélèrent eux-mêmes le phénomène de migration vers l'Occident pour foutre le bordel et font peu de cas de ces vies humaines. Deuxième erreur. Donc c'est là où vous voyez que l'Europe, les États-Unis, l'Europe, n'ont aucune stratégie, comme aujourd'hui en Irak d'ailleurs, c'est le même phénomène, on pourra en parler après si vous voulez, mais il faut avoir une stratégie quand on fait la guerre. Il faut toujours avoir le coup d'après, il ne suffit pas de taper, de frapper, il faut avoir le coup d'après. Et le coup d'après n'a jamais été préparé en Libye. Et j'avais annoncé, et mes collègues avec moi dans la tribune que nous avions faite et après dans de nombreuses interviews, j'avais dit, ce sera le chaos en Libye, ce sera la guerre civile entre tribus. Parce qu'en Libye, à la différence de l'Égypte ou de la Tunisie, il n'y avait pas d'État. L'État, c'était Kadhafi parce qu'il était le point central des tribus. Kadhafi tombant, hop, tout explosait. Ce que nous avons, malgré le CNT, malgré les gouvernements mis en place, malgré les Occidentaux, nous avons aujourd'hui la guerre civile en Libye, le chaos en Libye, et un pays qui était le plus développé du monde arabe, où il y avait le plus grand nombre de gens instruits avec le Maroc, et à l'université du monde arabe. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. En l'air. D'accord. Restons dans les crises en Afrique, parce que la crise libyenne n'est pas l'unique crise donc instigée sous le pouvoir Kadhafi. Non, par une guerre faite par les Occidentaux. Voilà. Je veux dire, donc, en restant dans les crises en Afrique, il y a aussi la crise ivoirienne. Vous avez fait tout à l'heure allusion à l'épouse de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, qui est aujourd'hui détenu à la CPI. Tout à fait. Est-ce que vous avez un avis particulier sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous connaissez l'homme Laurent Gbagbo, le couple lui-même? Mais je connais, oui, Laurent Gbagbo est un ami. Était un ami et est un ami.
Était et est. Oui, parce que j'ai beaucoup de respect pour Laurent Gbagbo. Je suis à l'origine au Parlement européen en 2001 de la résolution qui a été votée pour le soutenir quand il y a eu le coup d'État. Pour le soutenir quand il y a eu le coup d'État du Nord. Après, dans l'évolution de la crise en 2003, en 2003, je l'ai revu, j'ai conduit la mission parlementaire européenne à Abidjan, où j'ai passé de longs moments avec Laurent Gbagbo. On a vu tout le monde, on avait vu Soro, on a vu Bédier, on avait été à Bouaké, on avait été un peu partout, on avait vu toutes les parties, mais Laurent Gbagbo à ce moment-là, je lui disais qu'il fallait arrêter d'ostraciser la France, même si elle avait des responsabilités, et il fallait essayer de pacifier les choses. Bon, et on s'est un peu divisé, fâché là-dessus, mais plus avec son entourage, notamment Koulibaly, à l'époque président de l'Assemblée nationale, qui était quand même un nationaliste sévère. Je lui avais fait cette remarque, tu es nationaliste ivoirien, mais tes enfants sont à l'école à Paris, dans des écoles privées à Paris, et pourquoi ils ne sont pas à l'école à Abidjan, puisque tu es nationaliste ivoirien? Bon, pour une petite anecdote. Hein. Évidemment. Bon, anecdote. Qui a tout son sens. Et puis je m'étais accroché aussi avec son épouse, parce qu'elle avait un discours trop dur, et voilà. Alors, ça excuse pas tout ce qui s'est passé, et le reste, mais ce que je trouve un peu indécent et cruel dans la crise ivoirienne, c'est que on fait porter toutes les responsabilités à Laurent Gbagbo, alors que les responsabilités sont partagées. Elles sont partagées. Il y a eu des crimes, il y a eu des assassinats, des deux côtés, pas l'autre. Pas normal. La crédibilité du procès éventuel qui va venir de Laurent Gbagbo repose sur le fait qu'on puisse aussi juger des gens qui étaient dans l'autre camp et qui ont commis des atrocités avérées, constatées par les ONG, par les contrôles de l'ONU, etc. Bon. Donc il y a deux poids, deux mesures. Alors M. Ouattara, qui est un monsieur très respectable, était très lié à Nicolas Sarkozy, président de la République française. Cela l'a probablement aidé à régler le problème Gbagbo et la prise de pouvoir après la contestation des élections présidentielles. Gbagbo avait-il vraiment perdu ces élections présidentielles? Premier point. M. Bédier était-il vraiment arrivé troisième? N'était-il pas deuxième? Répondez aux questions que vous vous posez vous-même. Voilà, mais est-ce que Gbagbo a vraiment perdu les élections en Côte d'Ivoire? Probablement que non. Deuxièmement, un deuxième tour Bédier-Gbagbo n'avait pas les mêmes conséquences qu'un deuxième tour Gbagbo-Ouattara. Parce que Bédier-Gbagbo... Vous affirmez aujourd'hui que Bédier aurait pu arriver au deuxième tour. Mais logiquement, il devait être deuxième, Bédier. Pourquoi il est troisième? Parce que les électeurs... Parce que le propre d'une élection présidentielle faite avec un vote électronique, c'est que ça peut éventuellement se manipuler, non? Faut-il besoin d'être un grand ingénieur ou technicien pour savoir cela. Bon. Mais ça changeait tout. Pourquoi? Parce qu'un deuxième tour Bédier-Gbagbo aurait été beaucoup plus pacifique. Et quel que soit le vainqueur, il y aurait eu une issue civile correcte. On savait très bien que dans un affrontement Ouattara-Gbagbo, ça allait mal se passer. Mal se passer, parce que Laurent considérait que Ouattara, à tort ou à raison, était responsable du coup d'État avec Compaoré, était responsable du coup d'État, et donc c'était eux qui avaient déstabilisé la Côte d'Ivoire. Bon. Et donc, on savait qu'il n'allait pas, même s'il perdait, il n'allait pas lui laisser le pouvoir comme ça. Donc c'était écrit tout ça, c'était écrit, donc on savait. Donc on a peut-être, nous Français, joué avec le feu, après on a choisi un vainqueur, on a imposé un vainqueur. Bon. Dans la plus pure tradition de la France-Afrique, ouais. Mais au nom de l'état de droit, avec résolution de l'ONU. La différence, si on est cynique, quelque part, quand on analyse un certain nombre de situations africaines, quelle est la différence entre ce qui se passait il y a 20 ans, 25 ans et ce qui se passe aujourd'hui? Il y a 25 ans, un seul État, la France, pouvait décider du sort d'un chef d'État africain. Elle n'avait pas besoin d'habiller le sort de ce personnage de résolution ni de l'Union africaine, ni de la CEDEAO, ni de l'ONU, ni de l'Union européenne, ni de l'OTAN, etc. Ok? Bon. Maintenant, la différence, c'est que on habille le même comportement avec les mêmes conséquences
on l'habille par la démocratie, parce que le vote a été électronique. C'est quand même extraordinaire. La moitié de l'Europe ne vote pas avec le vote électronique, mais en Afrique, on vote avec le vote électronique. Soi-disant parce que l'Europe a décidé que le vote électronique était la transparence parfaite. Quand on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis, en Floride, entre M. Bush et Al Gore, hein, où les républicains ont triché avec le vote électronique, on sait qu'on peut tricher avec le vote électronique comme on triche avec le vote manuel. C'est moins visible, donc moins choquant. C'est comme quand on fait des guerres. Vous avez remarqué, les guerres depuis 15 ans, maintenant, il n'y a plus de morts. On ne les voit plus, les morts. Vous avez remarqué, quand les Occidentaux font des guerres en Irak, en Afghanistan, en Libye, vous ne voyez pas un cadavre. En Libye, il y a eu près de 50 000 morts. Avez-vous vu un seul cadavre? Vous avez vu quelques convois de véhicules calcinés, brûlés, etc. Jamais de cadavre, jamais de mort, en dehors de Kadhafi lui-même. D'accord. Bon, Monsieur voilà. le député, nous allons toujours continuer en Afrique. Peut-être que c'est la dernière orientation sur ce continent que vous aimez tant. On vous a aussi cité, ou bien vous vous êtes même cité dans l'affaire Le Floch Prigent, du nom de l'ancien directeur d'Elf, qui passait aussi homme d'affaires comme vous. Il était déjà quand il servait Consultant, oui, bien sûr. Comme vous. Alors, il s'est retrouvé en prison au Togo. D'aucuns vous dénient la paternité que vous êtes arrogé d'être celui qui est... Non, c'est faux. Jeune Afrique... comment on va dire ça? Vous avez raison, vous avez raison. Sa libération. Jeune Afrique, qui m'aime beaucoup, a voulu probablement me faire plaisir en me citant et en me donnant un rôle dans cette affaire. Relisez bien Jeune Afrique. Jeune Afrique me donne un rôle qui est le suivant. C'est que j'informe, quelques jours avant la libération de Le Floch Prigent, j'informe les autorités togolaises, en l'occurrence Forna Singbe, que j'interviens auprès de Cambadélis, auprès des socialistes français, et de mon ami Jean-Christophe Cambadélis. J'interviens pour dire, attention, les critiques que vous émettez peuvent retarder la libération de Le Floch Prigent. Bon. Pourquoi? Parce que je sais de la part des autorités togolaises qu'une fois que les confrontations ont été faites avec l'Emirati, Bodjona, Le Floch Prigent, probablement Le Floch Prigent va être libéré. Hein? Mais je n'ai joué aucun rôle dans la libération de M. Le Floch Prigent, pour deux raisons que je vais vous donner, et dont je n'ai jamais parlé. Parce que je me suis, dans le problème que j'ai eu avec les autorités togolaises, je me suis, en dehors d'une réponse que j'ai faite dans un journal togolais, je me suis gardé de provoquer la polémique, même si elle aurait mérité. Parce que je sais qui est à la manœuvre derrière tout ça. Qui est à la manœuvre? On va en parler. Sur le fond du dossier, je vous réponds. Quand M. Le Floch Prigent est arrêté, je ne suis jamais intervenu. Une fois, au cours d'une audience avec Forna Singbe, j'ai fait une remarque au président. Je lui ai dit que M. Le Floch Prigent, s'il restait trop longtemps en prison, allait devenir un boulet, parce qu'il y allait avoir un phénomène médiatique entretenu en France, une pression médiatique qui allait monter pour sa libération, etc. Et que donc ça allait gêner les relations entre la France et le Togo. C'est tout, je me suis permis que ça. Je n'ai joué aucun rôle dans sa libération. Il m'a dit, j'entends bien. Vous savez, Forna Singbe, il écoute. Il répond rarement oui ou non, etc. Il écoute, il enregistre. Et il est suffisamment intelligent pour savoir que ce que je disais était pertinent. Je n'ai joué aucun rôle. Je me suis gardé de jouer aucun rôle. Pourquoi? Parce que, et c'est ma deuxième remarque, dans cette affaire, je n'étais pas sûr que les gens mis en cause, notamment le Floch Prigent, soient blancs de blanc. Soient blancs de blanc. Ma deuxième remarque sur cette affaire, c'est que la connaissance que m'avaient donnée un certain nombre d'amis avocats togolais du dossier me faisait douter largement de l'innocence des protagonistes. Et que donc, à partir de là, mon devoir de réserve était tout à fait justifié. Que Jeune Afrique me donne un rôle parce que j'avais fait passer le message auprès de Cambadélis, etc. C'est tout, point, et alors? Mais Charles Debache, c'est lui qui est à la manœuvre dans cette affaire. C'est lui qui est à la manœuvre. C'est lui qui est à l'origine du communiqué, etc. Pourquoi? Parce que j'avais un différend depuis très longtemps avec M. Debache, depuis l'époque des Yadema. C'est qui M. Debache? Charles Debache, c'est ce constitutionnaliste français qui s'est réfugié au Togo dans les années 80
parce qu'il était poursuivi et condamné en France dans l'affaire de la fondation MAG, à Aix-en-Provence, qui était une fondation, un grand peintre, MAG, etc., dont il était secrétaire général et dont il était accusé, à tort ou à raison, d'avoir détourné des œuvres ou de l'argent, etc. Donc il s'était réfugié au Togo, et comme c'était un constitutionnaliste brillant, réputé, il était devenu, auprès des Yadema, un conseiller éminent, et pour un certain nombre de chefs d'État africains. Les Yadema père. Oui, les Yadema père. Et donc je m'étais un peu opposé à lui quand j'étais rapporteur sur le Togo comme député européen. Parce que nous n'avions pas les mêmes méthodes. Voilà. D'accord. Donc c'est lui pour... voilà. Et qu'il était à ce moment-là jaloux du rôle que j'avais auprès des Yadema et de l'affection que me témoignait Yadema. Voilà, j'en dirai pas plus. Vous aimez beaucoup l'Afrique, puisque éventuellement, quand on regarde un peu votre CV, pas mal de médailles, en plus de celles françaises de la Légion d'honneur, vous avez été aussi... pardon? Oui, oui, c'est vrai, mais le Sénégal, quand Abou Diouf me décore, c'est parce que j'ai réalisé quelque chose de concret, c'est-à-dire comme président de la Commission des Affaires internationales et européennes de la région, et comme secrétaire général de Métropolis, j'ai fait la réalisation, j'ai favorisé la réalisation du lycée de Rufisque, à Dakar. 1500 élèves, tout équipés, dans d'excellentes conditions de rapidité et de transparence financière. Donc voilà, et Abou Diouf, alors que je ne suis pas du tout informé, quand on va pour l'inauguration avec Jean-Paul Huchon à Dakar, le président nous décore. Et après, Abou Diouf, comme président de la francophonie, a toujours cité la réalisation de ce lycée comme un exemple de coopération décentralisée entre la France et l'Afrique. Et au Togo, on vous décore pourquoi? Du mono. Au Togo, on me décore parce que je suis rapporteur, parce que je fais des efforts, parce que j'ai toujours été contre les sanctions, comme député européen. Pourquoi? Je suis contre les sanctions parce que les sanctions, elles pénalisent les peuples et les infrastructures des pays, jamais les dirigeants. Jamais les dirigeants. Les dirigeants, ils continuent à avoir du caviar, à avoir du foie gras, ils mangent très bien, etc. Par contre, le peuple, quand vous prenez des sanctions contre le Togo pendant 12 ans, 15 ans, les infrastructures sanitaires, scolaires, universitaires, routières, ferroviaires, tout fout le camp, puisqu'il n'y a plus d'argent pour entretenir, il n'y a plus d'aide. Il n'y a plus d'aide. Donc, vous cassez un pays, Et c'est ridicule, c'est pas au peuple à payer les problèmes qu'ont les dirigeants d'un pays avec l'Union européenne ou avec les instances internationales, les institutions internationales. Moi je suis contre qu'on prenne des sanctions contre des dirigeants, avec les avoirs comme on le fait maintenant, d'ailleurs on a évolué, mais contre les pays, c'est ridicule, c'est un non-sens. D'accord. Voilà, et donc je m'opposais là-dessus, et le président, alors que je ne vais rien demander, vous savez, il me fait venir pour me décorer, il me fait prendre l'avion, il veut m'envoyer son Boeing présidentiel, il avait un Boeing présidentiel et Yadema. Je lui dis non, pas du tout, je vais prendre le vol d'Air France. Mais je ne savais pas pourquoi il me faisait venir. Il me fait venir 72 heures pour me décorer. Oui, parce que simplement vous avez peut-être évité... Parce que vous avez peut-être évité qu'on sanctionne sa dictature. Je pense parce qu'on était en train d'aboutir, on était en train d'arriver à d'ouvrir d'abord les négociations. Ce qui conforte ce que d'aucuns disent de vous, que vous êtes ami des dictateurs. Mais pourquoi, en quoi Kadhafi, en quoi Yadema, vous savez, j'ai commencé ma carrière en Amérique du Sud avec Amnesty International contre les dictatures militaires sud-américaines. Argentine, Uruguay, Chili. Okay, j'avais 24 ans. D'accord? J'ai été arrêté 3 fois en Argentine. J'ai été expulsé 2 fois. J'arrivais, les militaires me foutaient dans le vol d'Air France qui repartait le lendemain ou le soir, etc. Donc, à cette époque-là, il fallait se battre contre les dictatures, les vraies dictatures. En Afrique, bien sûr, c'était des régimes autoritaires. Et Yadema était un régime autoritaire, comme tous les régimes africains francophones. Pourquoi crier plus sur Yadema que sur Omar Bongo, ou que sur Sassou Nguesso, ou que sur Biya, ou que sur Compaoré? Pourquoi? Parce qu'il était plus visible, parce que c'est un ancien militaire. Quand on voit le rôle des Yadema pour résoudre les crises en Afrique, où il était plus efficace que beaucoup, pas seulement quand il était secrétaire général de l'OUA, mais tout le temps, c'était un allié de la France.
Il servait des intérêts français. Pourquoi j'allais le prendre lui comme cible plus que d'autres? Si vous commencez à dire il ne faut pas travailler avec les régimes autoritaires en Afrique, vous travaillez avec personne aujourd'hui, sauf 2-3 pays anglophones et le Sénégal. Bon, voilà. Mais ailleurs, vous ne faites plus rien. Hein, sauf à être hypocrite ou cynique. Mais vous ne faites plus rien. Et Yadema, vous savez, moi je me suis disputé avec Yadema. En 98, quand je conduis la délégation pour l'observation électorale présidentielle au Togo, je suis avec des députés, nous sommes 10 députés européens, avec des fonctionnaires. À un moment donné, on arrive à la mairie de Lomé, et il y a des militaires qui sortent avec les urnes. Comment faire pour ne faire semblant de ne pas voir, hein, si vous êtes 3 ou 4 avec les fonctionnaires européens, les urnes. Bon. Je prends mon téléphone, au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, après avoir fait constater, et j'appelle Lomé 2, j'appelle le président, le protocole me passe le président, j'ai dit, président, ça va pas, il faut que je vous voie. J'arrive à Lomé 2 avec 2 députés européens, un Allemand, un Belge. Je suis face à Yadema, à Kousté, qui est le Premier ministre, et Tidjani, qui est le ministre de l'Intérieur, qui était en survêtement d'ailleurs. J'arrive, et moi, comme vous savez, je suis corse, donc moi, et puis je suis très naturel, moi, je dis les choses. Chef d'État ou pas chef d'État, je suis réputé pour dire les choses. J'ai toujours été rebelle, donc voilà. Et je dis au président, écoutez, c'est inadmissible, inacceptable, on se bat pour la reprise de la coopération, on assiste à des fraudes massives devant nous, etc. Pourquoi je suis énervé? Parce que 2 heures après avoir constaté à la mairie de Lomé ce dont je vous parle, on m'envoie dans le quartier de B, quartier de l'opposition dure à Yadema. Quand j'arrive, les véhicules de l'ONU sont en train de foutre le camp. Le chauffeur du ministère des Affaires étrangères était dans une 203. J'étais avec 2 journalistes camerounais, c'est passé sur la RFI. J'étais avec 2 journalistes camerounais de RFI. Il me dit, oh, il faut fuir, là il y a une émeute, il faut fuir. Il était en train de brûler des pneus, etc. Il y avait 12 bureaux de vote qui étaient fermés. Il était 4 heures de l'après-midi. Il était fermé depuis le matin, à cause du maire de Lomé. J'arrive, le chauffeur me dit, tu sors de la voiture, tu es mort. Parce que j'étais français. Et j'avais mon nom, Scarmocchi. Sauf que je parle italien, comme je suis corse, je parle italien. Quand je sors de la voiture, je commence à parler en italien. Alors, ils sont étonnés et tout, et puis ils me portent pendant 100 mètres dans la cour de l'école où il y avait les 12 bureaux de vote. Je vais de palabre, je forme une délégation pour aller voir la présidente de la commission électorale togolaise, qui était la nièce de Natchaba, le président de l'Assemblée nationale, la juge. Et je fais ouvrir les bureaux jusqu'à 22 heures. Sauf que là, physiquement, j'ai senti que je pouvais être lapidé. Donc j'étais énervé, surtout à cause de ça, par la fraude, mais surtout à cause de ça, parce que physiquement, j'avais senti que c'était pas passé loin. Donc quand je suis devant Yadema, je me lâche. Et je lui parle comme on ne parle pas à un chef d'État. Et il se lève, avec ses lunettes, il était 18h, 18h30, hein, ses lunettes, etc., fumé, il se lève, il dit, on ne me parle pas comme ça. Personne ne me parle comme ça. Qui vous êtes pour me parler comme ça? Chirac et Mitterrand ne me parlent pas comme ça. Et vous, qui vous êtes pour me parler comme ça? Putain, les 2 députés qui étaient avec moi, ils commencent à avoir la trouille de leur vie. Vraiment peur. Et moi, je sens que j'ai fait une... Vous êtes allé un peu trop loin? Oui, oui, tout à fait, trop loin, parce que peu importe la personne, on doit le respect et tout. Il est chef d'État, point. Bon. Et il me prend à part, il me fait venir dans son bureau en tête à tête. Dès que je rentre dans le bureau en tête à tête avec lui, je dis, président, si je vous ai offensé, je m'en excuse. Mon intention n'était pas celle-là. Moi, je me bats pour la reprise de la coopération, et donc je suis effaré par ce qui arrive, par la fraude, par ce que j'ai vécu à B, etc. Voilà. Et là, on est resté fâchés. Fâchés, jusqu'en 2001. Alors, en 2001, Faure Singbe Natchaba viennent me voir à Bruxelles pour me demander de les aider pour reprendre le processus, pour faire que la commission de développement accepte qu'on... Voilà. Et je provoque le vote en 2003 à Rome de l'Assemblée paritaire ACP-UE, où je provoque un vote et je fais gagner la reprise de la résolution. Et le commissaire européen qui était danois, qui était contre la reprise de la coopération avec le Togo, je le mets en minorité. Et c'est comme ça qu'on reprend la coopération. Pas pour faire plaisir à Yadema, parce que dans l'intérêt du peuple togolais et du pays. Il n'y a pas de raison que ce pays... Vous savez, ça a foutu toute l'économie togolaise par terre. Ce pays qui était la Suisse de l'Afrique de l'Ouest en 1990,
88, 90. En 2000, 2003, c'était quoi? Plus rien. Plus rien, foutu en l'air. Les militaires qui tenaient toutes les régies financières, le pays qui vivait que par son port, et tout le reste en train de se dégrader. Pays qui avait décliné totalement, bon, un gâchis formidable. Spectateurs donc de Objectif Direct, comme vous le constatez, nous sommes de plein pied en Afrique avec l'ex-député européen Michel Scaramucci, et vous savez qu'on s'est lancé comme ça par un spécialiste qui est au parfum, à la virgule près et aux anecdotes les plus poussées de ce qui se passe sur notre continent. Il est difficile donc de l'arrêter. Comme vous le constatez aussi, nous irons peut-être au-delà des 25 minutes habituelles, mais c'est exceptionnel, ce n'est pas grave. Ça permet à vous, téléspectateurs, d'être un peu mieux informés des affaires africaines et des affaires du monde. Nous nous retournons donc vers le député Scaramucci, à qui on va dire merci encore d'être là. Et éventuellement, dans la ligne donc, droite de cette émission, aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un cabinet de consultance. Qu'est-ce que vous faites exactement et encore quel est l'apport de ce cabinet éventuellement sur le continent africain? Je suis qu'un simple consultant qui essaye d'intéresser un certain nombre d'entreprises françaises ou européennes à leur implantation en Afrique. Et parfois faire du conseil avec des gouvernements que je choisis, que je sélectionne, avec des chefs d'État en qui je crois. Parce que si vous n'avez pas d'estime pour un chef d'État, vous ne pouvez pas travailler avec lui. Vous croyez en qui aujourd'hui en Afrique? Ah, il y a des gens intéressants. Un type comme le nouveau président de la Guinée-Bissau, Mario Vaz, est un type très intéressant. C'est un homme de caractère, profondément politique, et qui arrive au bon moment pour sortir un pays qui a une richesse extraordinaire, qui a 1 600 000 habitants et qui est d'une extrême pauvreté. Voilà. Comme j'ai cru il y a 6 mois, 7 mois, à Eri, je l'appelle par son prénom, parce qu'il est plus facile à prononcer que son nom, Ramanian-Pianana, le nouveau président de Madagascar, parce que ce sont des gens compétents, des gens intègres, que je considère intègres, et donc qui ont la culture de l'intérêt général. Un des problèmes de l'Afrique est un problème classique pour tous les pouvoirs dans l'histoire, quel que soit le pays ou le continent. Un des problèmes de l'Afrique, c'est un chef d'État. Vous êtes encore dans le système verticaliste en Afrique, où le chef d'État pèse plus que tout. Si un chef d'État a l'intérêt général de son pays, il va le développer, ou il va se donner les moyens de le développer. S'il n'a l'intérêt que de son clan, de son ethnie, de son parti, de son territoire, il ne va rien faire. Voilà, il ne fera rien. Il pourra passer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il ne fera rien. Ou pas grand-chose. Voilà. Donc, quand des hommes ou des femmes ont une culture de l'intérêt général, voilà. Mario Vaz est un homme qui a réussi. Il a réussi dans les affaires, c'est un homme riche. Il n'est pas au pouvoir pour s'enrichir. Il a déjà ce qu'il faut. C'est déjà un avantage. Bon. Amis téléspectateurs, donc, nous étions avec le député Michel Scaramucci pour ce autre numéro d'Objectif Direct. Vous avez vu, l'entretien est allé au-delà des 25 minutes de vérité plus habituelles. Il y a eu plus de minutes de vérité aujourd'hui. On a pratiquement fait le tour, mais il reste tellement de choses à dire et à apprendre avec le député Michel Scaramucci. Et nous espérons qu'il nous fera encore l'honneur de, éventuellement, revenir sur les antennes de votre émission préférée. Vous parlez de l'Afrique, mais vous parlez aussi du monde entier. Merci de nous avoir suivis. Nous étions dans les beaux quartiers de Paris, à 2 pas de l'Arc de Triomphe. Et nous avons été encore heureux, une fois de plus, de vous présenter ce numéro. On se retrouve à la prochaine émission. Bye. C'est comme dans les jeux. Allez, on Merci beaucoup. Lui, il travaille. Le vous êtes souvent à Paris, alors? Ma